Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le Grand Journal, votre source d'information crédible et indépendante sur Swag Radio, avec Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Place maintenant à l'essentiel de l'actualité. L'Iran a posé mardi des conditions plus strictes pour de futures négociations avec les États-Unis. Selon des responsables iraniens, Téhéran a exigé la levée des sanctions, le déblocage des avoirs gelés et une indemnisation pour les dommages de guerre avant d'envisager toute nouvelle négociation. Par ailleurs, l'Iran a affirmé qu'il pourrait enrichir de l'uranium à 90% de pureté s'il venait à être attaqué à nouveau. Écoutons un reportage signé CGTN News dans ce grand journal. Et le porte-parole de l'Iran a déclaré que l'une des options envisagées par l'Iran en cas d'attaque serait d'enrichir de l'uranium à 90%. Un taux d'enrichissement de 90% est considéré comme un niveau militaire, ce qui montre que ces déclarations sont à prendre au sérieux. Les propos d'une personne ont-ils une importance sur le plan politique ? Car lorsqu'il s'agit de questions de cette ampleur, les responsables iraniens ont toujours indiqué que les questions de cette nature, qui sont véritablement fondamentales, sont communiquées par l'intermédiaire du président, du ministère des Affaires étrangères et du Comité de sécurité nationale, et également sous l'autorité du guide suprême. Ainsi, bien que ces propos soient importants, nous ne devrions pas y voir un changement dans la politique nucléaire de l'Iran, car ce n'est pas quelque chose qui est déterminé par un parlementaire ou un responsable. Mais pour l'instant, je n'ai vu aucun haut responsable iranien ni aucun parlementaire indiquer qu'il y avait un changement dans la politique nucléaire de l'Iran. Cependant, il y a eu des discussions au Parlement, car le cercle restreint a rapporté à certaines personnes avec lesquelles j'ai parlé que l'Iran envisageait de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire si les pressions continuaient à s'intensifier. Donald Trump est attendu mercredi à Pékin pour y rencontrer son bon ami Xi Jinping et assurer que sa visite sera fructueuse en dépit de leur désaccord sur la guerre au Moyen-Orient. Le commerce et le Taïwan seront à l'honneur. Écoutons un reportage signé France 24 dans ce grand journal. Sur le perron de la Maison-Blanche, Donald Trump apparaît tout sourire avant de s'envoler vers la Chine. Face aux journalistes, il n'hésite pas à expliquer tout le bien qu'il pense de son homologue chinois et notamment de sa gestion de la guerre en Iran et du blocus du détroit d'Ormuz. Il a été relativement bon, pour être honnête. Il n'a aucun problème avec le blocus, alors qu'une grande partie de leur pétrole provient de là. C'est un bon ami, quelqu'un avec qui je m'entends bien. Vous verrez que ce sera un super voyage et que plein de bonnes choses en ressortiront. Pourtant, en coulisses, le président américain s'agace du manque de pression exercée par Pékin sur son allié iranien. Washington a ainsi annoncé des sanctions contre 9 entreprises et citoyens chinois accusés d'avoir fourni des composants pour les missiles iraniens. Le milliardaire américain arrive aussi en Chine avec des ambitions économiques. Les deux camps ont d'ores et déjà entamé des discussions sur le sujet à Séoul, en Corée du Sud. Et Donald Trump arrive avec 17 grands patrons, dont Elon Musk et Tim Cook. Je vais demander au président Xi, dirigeant d'une distinction extraordinaire, d'ouvrir la Chine afin que ces personnes brillantes puissent opérer leur magie et aider à porter la République populaire à un niveau encore plus élevé. Les ventes d'armes à Taïwan devraient aussi figurer parmi les thèmes abordés. La Chine a réitéré mercredi sa ferme opposition aux ventes américaines d'armes à l'île, considérée par Pékin comme une province renégate. La Chine aborde ainsi le sommet en position de force. Face à un Donald Trump irascible et impulsif, Xi Jinping veut incarner plus que jamais la stabilité et la résilience. La journaliste de CGTN News à Pékin, Shanyu Zhang, a parlé à CNews sur le voyage du président de Donald Trump en Chine. Elle a évoqué la rencontre de Donald Trump et Xi Jinping prévue ces 14 et 15 mai, après toutes ces négociations entre la Chine et les États-Unis. On passe à la recherche de stabilité a-t-elle décrypté? Écoutons les détails dans ce grand journal. Alors déjà, plusieurs médias étrangers rapportent qu'il y a une possibilité que le président américain Donald Trump se rendra au Temple du Ciel à l'invitation de la Chine.
Et en fait, il faut comprendre que c'est un site les plus sacrés de Pékin, dans la capitale chinoise, parce que c'est l'endroit où, pendant des siècles, l'empereur chinois de l'époque venait sur place pour prier le ciel pour de bonnes récoltes et pour la paix du peuple. Donc, ce n'est pas un simple sujet politique ou de pouvoir, c'est un lieu de prière et d'harmonie. Et donc aussi, il y a un signal clair, c'est qu'on passe aujourd'hui, après toutes ces négociations entre la Chine et les États-Unis, on passe à la recherche de stabilité. Et puis, il y a aussi un deuxième niveau de lecture, c'est que début 2025, l'année dernière, une chorale d'enfants américains qui s'appelle One Voice, avec 180 enfants, se sont venus sur place et ils ont chanté en mandarin, ces enfants américains, devant ce même temple de ciel, une chanson chinoise intitulée Lu Yuan, comme Dieu le souhaite, quand sa traduction en français. Et donc, en fait, la vidéo, une fois que ça a été publié sur les réseaux sociaux chinois, ça a bouleversé des millions de Chinois pour justement exprimer ce souhait de voir les deux grandes puissances peuvent se dialoguer et peuvent coexister en harmonie. Donc je pense que ce côté-là, il faut rappeler que le président chinois Xi Jinping a lancé en novembre 2023, en marge de l'APEC, une promesse d'inviter 50 000 jeunes Américains en Chine. Donc en fait, pour lui, je pense qu'il est important de aussi évoquer ce volet des échanges culturels entre les jeunes publics qui représentent l'avenir et le futur des deux pays. Alors déjà, plusieurs... Donald Trump critique l'Alliance Atlantique et affirme que les États-Unis ne pourraient pas compter sur l'OTAN en cas de besoin. Il évoque également les difficultés actuelles de l'OPEP sur fond de tension autour du marché pétrolier. Écoutons le président américain Donald Trump au micro de la presse. L'OPEP a des difficultés en ce moment à cause de l'une de ces choses, mais cela n'a rien à voir avec moi. L'OTAN m'a beaucoup déçu. L'OTAN n'était pas là quand nous le voulions, il n'y était pas. Nous n'avons pas besoin de l'OTAN. Mais si nous en avions besoin, il ne serait tout simplement pas. La visite du président américain Donald Trump en Chine s'annonce comme l'un des rendez-vous diplomatiques majeurs de l'année à Pékin. Le chef de la Maison-Blanche doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, la rivalité technologique et les inquiétudes économiques mondiales. Écoutons un reportage dans ce grand journal. La dernière fois que les deux chefs d'État se sont vus en chair et en os remonte à plus de 6 mois. Et qui de mieux pour parler de cette visite du président américain en Chine que les médias chinois eux-mêmes. Le China News Service, deuxième agence officielle de Pékin, a interviewé des experts triés sur le volet. Sur le plan de la politique intérieure, Trump espère que cette visite lui permettra de projeter auprès des Américains l'image d'un président capable de gérer les relations entre grandes puissances, tout en apportant des avantages concrets aux électeurs de son pays. Pékin n'ignore donc rien de la situation en interne du président américain à l'approche des élections de mi-mandat et compte bien en profiter, car les discussions devraient tourner autour de dossiers difficiles. Donald Trump compte faire pression pour que Xi Jinping use de son influence sur l'Iran pour aider à une sortie de crise dans le Golfe, alors même que la Chine est un partenaire économique et politique primordial de la République islamique. Elle est de loin son premier acheteur de pétrole. Autre contentieux qui sera abordé, la vente d'armes américaines à Taïwan, que Pékin continue de rejeter catégoriquement. Enfin, c'est le commerce qui devrait dominer les débats entre les représentants des deux plus grandes économies du monde, qui s'étaient livrés l'année dernière à une bataille commerciale à coups de droits de douane prohibitifs et de restrictions multiples. Il faut maintenant donner suite à la trêve décidée en octobre, et là encore, les chercheurs chinois estiment que c'est Pékin qui a la main. En 2017 et en 2018, l'administration Trump a été la première à désigner officiellement la Chine comme un concurrent stratégique. Cependant, à cette époque, les États-Unis n'avaient pas encore clairement défini les enjeux précis de cette compétition. Après une période d'ajustement, l'administration Trump a pris conscience de l'inefficacité de cette approche, car elle pourrait nuire au développement économique américain. Il est désormais nécessaire de définir les limites de la compétition et d'éviter toute surenchère. Pas sûr que ce dernier point convainque le milliardaire américain de renoncer aux méthodes de négociation en forme de rapport de force qui ont fait sa réputation.
De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24, on air avec du style. Swag Radio, le son qui swag. Eh bien, Alexa, open Swag Radio, c'est votre radio, Swag Radio. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Info sans cassure, info sans bavure. Info à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Pour bien manger, c'est la cuisine de Bordeuse Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 1425. De Zoom tous les dimanches, 3h, 3h30 sur la chaîne 882 Comcast à Boston. 1045 North Shore. De Zoom. Early avec Erlich Dorelas, des contributeurs, Dr Roland Joseph, professeur Boudicietello. Un vrai zoom sur l'information. Les lance-missiles iraniens restent intacts sur les rives du détroit d'Ormuz, selon plusieurs sources sécuritaires et analyses militaires. Les installations de missiles iraniennes positionnées le long du détroit d'Ormuz demeurent intactes et opérationnelles, malgré les tensions croissantes dans la région. Ce système, contrôlé en grande partie par les forces du corps des gardiens de la République de la Révolution islamique, constitue un élément clé de la stratégie défensive de l'Iran dans le Golfe Persique. Écoutons un reportage, les détails de préférence avec BFM TV dans ce grand journal. Les bases de lancement de missiles sont plutôt opérationnelles le long du détroit d'Ormuz côté iranien. Et d'ailleurs, c'est un dispositif dont Fanny Wegscheider va nous montrer l'ampleur tout de suite. Il a moins souffert, Fanny, manifestement, le dispositif américain que ce qu'on croyait au début. Oui, bien moins que ce qu'affirme toujours l'administration Trump. Regardez ces chiffres, c'est le New York Times qui les publie d'après des sources, des renseignements américains. En ce qui concerne, par exemple, les sites de lancement de missiles, il y en aurait la quasi-intégralité qui resterait opérationnelle le long du détroit d'Ormuz. Vous le voyez, 30 sur 33. Ce qui reste donc des menaces potentielles assez importantes vis-à-vis des pétroliers ou des navires de guerre américains qui sont donc dans cette zone du détroit d'Ormuz. Si on dézoome un petit peu et qu'on regarde les lanceurs de missiles eux-mêmes, là aussi cet article donne ce chiffre de 70% de lanceurs de missiles qui seraient toujours opérationnels dans tout le pays à l'heure actuelle. Idem, un cran en dessous pour les missiles eux-mêmes, 70% opérationnels, quasiment l'intégralité du stock de départ, d'avant-guerre. Il s'agit principalement cette fois-ci de missiles balistiques, ceux qui sont envoyés propulsés pour une grande partie de leur trajectoire hors de l'atmosphère avant de retomber sous le poids de la gravité et avec parfois des portées de 1000 km. Ils peuvent donc être des menaces pour les autres pays du Moyen-Orient, de la région. Ce sont bien moins des missiles balistiques qui, eux, restent dans l'atmosphère pour trouver plutôt des cibles terrestres ou navales. Regardez cette autre donnée également du New York Times reprenant donc ces informations, ces évaluations des renseignements américains. Ça concerne ces fameuses installations souterraines, celles où sont stockés ou lancés parfois donc les missiles ou les drones iraniens. Vous le voyez, 90% de ces sites sur tout le territoire seraient de nouveau aux mains de l'Iran à l'heure actuelle, en tout cas au début du mois de mai lorsque les évaluations ont été faites. Des sites donc toujours opérationnels, partiellement ou totalement, c'est ce qu'affirme donc ce rapport qui montre que finalement les capacités militaires iraniennes semblent encore très menaçantes, très présentes, ce que contredit toujours donc l'administration Trump. Les dirigeants semblent toujours dans une impasse après 14 jours de guerre au Moyen-Orient. Pour le président Donald Trump, 4 scénarios sont sur la table pour la suite des choses. Selon Stéphane Bureau sur TVA Nouvelles, écoutons les détails dans ce grand journal. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. Bon, Stéphane, c'est le respirateur artificiel. Il a choisi la métaphore pour aller avec l'antivirus, le respirateur artificiel. Peut-être était-il consciemment ou inconsciemment sous l'influence. Respirateur, manière de dire qu'il va falloir faire quelque chose parce que c'est l'impasse. Donald Trump qui dit ne s'être pas donné la peine d'aller jusqu'au bout de la lecture de la contre-proposition iranienne, avec des Iraniens aujourd'hui ragaillardis, qui bombent le torse, qui en rajoutent, qui disent « c'est à prendre ou à laisser, c'est une super bonne proposition, on fera rien de plus ». Et puis si ça ne les satisfait pas les Américains,
on pourrait choisir unilatéralement d'enrichir notre uranium, les fameux 440 kg, à 90 %. Il est théoriquement en ce moment, pour ce qu'on en sait, à 60 %. À 90 %, on est dans une catégorie qui permet à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, parce que c'est ce qu'il faut d'enrichissement pour développer une arme nucléaire, donc une autre forme de menace, avec en plus, pour ajouter, l'annonce de ce qu'il y avait des sous-marins de poche maintenant qui patrouillaient le détroit d'Ormuz, de petits sous-marins iraniens équipés de torpilles qui pourraient envoyer par le fond des bateaux américains militaires qui décideraient peut-être d'y retourner. C'est donc dire qu'on n'est absolument pas dans une posture où on baisse le pavillon. Et puis, au Liban, le Hezbollah qui dit le désarmement n'est pas au programme. Alors ça, c'est un doigt d'honneur aux Israéliens, mais aussi à l'État libanais, qui depuis 2024, novembre 2024, en vertu d'un cessez-le-feu, avait cette responsabilité. Alors, et le Hezbollah ne parle pas si les Iraniens derrière ne disent pas quoi dire. Donc, tu t'attends à quoi pour la suite, Stéphane? Tu t'attends à quoi? Trump fait quoi? Peut faire quoi? Alors, il est dans un cul-de-sac, un peu comme le Golfe Persique est un cul-de-sac. Il se dit, il y a 4 scénarios possibles. On reprend la guerre avec la possibilité que ça puisse effectivement infléchir les choses, ou pire, la démonstration que la plus grande puissance militaire au monde est absolument pas capable, et à répétition, de faire mettre le genou à terre d'un petit adversaire comme l'Iran. On garde le statu quo, c'est-à-dire cette espèce de cessez-le-feu qui n'est pas toujours respecté, mais que tout le monde dit être en place, avec comme dommage collatéral pour l'économie mondiale une situation qui va se pourrir. Alors on dira, il y a de l'espoir dans quelques années, quand on aura fait en sorte que le pétrole qui est produit dans la région aura d'autres canaux de distribution que le détroit d'Ormuz. C'est en partie amorcé, on l'a dit plus tôt, toi et moi, mais on est très loin du compte. Il y a au minimum 10 millions de barils par jour qui manquent. Troisième scénario, c'est on déclare unilatéralement victoire, c'est-à-dire Donald Trump dit c'est réglé, j'ai gagné, s'en occupe plus, et met la tête dans le sable et pourrait simplement même lever son blocus en espérant que les Iraniens fassent la même chose, j'en doute. Et l'autre option, c'est des négociations que je dirais de bonne foi, c'est-à-dire où, de part et d'autre, personne ne dit qu'il va faire capituler l'adversaire, mais accepte qu'il y a un rapport de force et que dans ce rapport de force, il y a implicitement une nécessité de négocier plus d'égal à égal, ce qui, dans la technique de Trump, évidemment, est inconcevable, sauf s'il n'y a pas d'autre choix. Ouais, on va regarder ça. Peut-être que cette négociation-là s'opère en coulisses pour le moment. Ou il y a des communications. Et les déclarations iraniennes, je le répète, comme les Américains, ça fait aussi partie de la posture de négociation. Mais à un moment donné, il faut que tu te mettes à table. Exact. On négocie en public beaucoup. Demain, Trump s'en va en Chine. Ça va peut-être influencer les choses. On se reparle d'ailleurs demain. Il part tout à l'heure. Il sera là demain pour nous, mais il part dans quelques heures. Avec le vol, le décalage. Là. On se reparle demain. Salut Stéphane. Salut. Chine-Brésil, bonne relation. Le Brésil accorde aux citoyens chinois une entrée sans visa pour un séjour de 30 jours. Reportage CGTN News dans ce grand journal. À mesure que les relations entre le Brésil et la Chine se renforcent, le nombre de personnes voyageant entre les deux pays augmente également. Et au premier trimestre 2026, les arrivées en provenance de Chine ont augmenté de 35% par rapport à la même période l'année dernière. Et ceci même avant que l'exemption de visa pour les citoyens chinois n'entre en vigueur lundi. Cette exemption était attendue depuis que la Chine a levé l'obligation de visa pour les voyageurs brésiliens en juin 2025. Elle a été annoncée la semaine dernière par le vice-président brésilien lors d'un salon du tourisme dans la ville de Fortaleza, dans le nord-est du pays. C'est une réciprocité. Les Brésiliens qui se rendent en Chine n'ont pas besoin de visa, et les Chinois qui viennent ici n'en ont pas besoin non plus. Le tourisme crée des emplois et génère des revenus. Il y a de la place pour tout le monde, les micro-entreprises, les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Les groupes d'entreprises estiment que cette politique lève un obstacle pratique pour les cadres et les délégations qui voyagent entre les deux pays. José Ricardo dirige un groupe de haut niveau qui promeut les échanges entre chefs d'entreprise. Pour lui, l'ancienne procédure de visa entraînait souvent des retards pour les personnes disposant de peu de temps. Nous recevons des délégations chinoises au Brésil et nous envoyons également des délégations brésiliennes en Chine. Étant donné que les cadres qui participent à ces délégations, nos dirigeants de haut niveau, c'est-à-dire les présidents, PDG et directeurs,
n'ont généralement pas beaucoup de temps pour remplir le formulaire, fournir les documents et se rendre à un entretien à l'ambassade du Brésil ou à l'ambassade de Chine. Les salons professionnels espèrent également en tirer profit. Les organisateurs de China Home Life indiquent que les retards dans la délivrance des visas ont déjà affecté les éditions précédentes, certains exposants n'ayant pas pu se rendre sur place à temps. Nous avons eu des stands vides pendant le salon, car les entreprises qui avaient réservé un stand n'ont pas eu le temps de recevoir leur visa. La plupart des visiteurs chinois qui devraient être les premiers à bénéficier de l'exemption de visa au Brésil viendront probablement ici principalement pour affaires. Mais on espère que ces règles d'entrée assouplies les inciteront également à découvrir davantage les attractions naturelles et culturelles du Brésil. Des plages et des forêts tropicales aux sites emblématiques comme le MASP, le musée d'art de Sao Paulo. Cette agence de voyage fait partie des plus de 300 entreprises qui se sont empressées d'obtenir l'accréditation gouvernementale pour travailler avec les visiteurs chinois. Elle voit un grand potentiel dans ce secteur, même si la plupart des visiteurs viennent encore pour affaires plutôt que pour les loisirs. Nous avons déjà des visiteurs chinois qui viennent pour affaires. Par exemple, à Sao Paulo, nous avons une sorte de mini-Amazonie à seulement 120 km. Un visiteur chinois en voyage d'affaires ici, qui a son samedi libre, peut y faire une excursion d'une journée ou se rendre sur la côte à Santos. Le Brésil est un pays jeune, il a un peu plus de 500 ans et ont 4000 ans d'histoire, mais nous avons aussi notre histoire à leur montrer. L'exemption s'applique au séjour d'une durée maximale de 30 jours pour le tourisme, les affaires, les visites familiales ou le transit. Les mêmes règles s'appliquent désormais dans les deux sens. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Haïti au cœur des violences des gangs. Les populations réclament de la protection. La situation sécuritaire en Haïti continue de se détériorer alors que les violences des gangs armés plongent des milliers de familles dans la peur et la précarité. Dans plusieurs quartiers de la capitale et des villes de province, les habitants vivent au rythme des tirs, des enlèvements et des affrontements entre groupes rivaux. Reportage Africa News dans ce grand journal. Une foule déchaînée dans les rues du quartier Cité-Soleil à Port-au-Prince. Les habitants de la capitale haïtienne réclament protection auprès du gouvernement suite aux violences des gangs qui ont contraint des centaines de personnes à fuir leur domicile et séparer des familles. Depuis avant-hier, je n'ai plus que les vêtements que je porte. J'ai erré dans les rues sans savoir où aller. Je ne sais pas où sont mes enfants. J'ai entendu dire qu'ils ont été tués. J'ai le cœur serré. Je ne sais rien. Certains manifestants attestent les crimes crapuleux commis par les membres de bandes armées qui font la loi à Haïti depuis des années. Ce décor apocalyptique témoigne de l'horreur absolue. De retour à la maison, certains découvrent le chaos. Samedi, ils ont tué 3 personnes devant nous. Nous avons résisté et nous sommes restés dans les parages. Dimanche, vers 18h, ils ont attaqué le quartier et ont commencé à incendier les maisons, à tuer les animaux et à décapiter les gens. C'est grâce à nos jambes que nous avons pu nous sauver. Je sais que 7 personnes ont été tuées. Maintenant, je suis de retour à la maison. Nous n'avons ni nourriture, ni argent. Cette nouvelle vague de violence du week-end dernier a poussé Médecins sans frontières à évacuer son hôpital de Cité-Soleil. Le bilan reste encore à communiquer. Selon les organisations, les gangs contrôlent plus de 90% de Port-au-Prince depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 à son domicile. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. À Séguin, des citoyens dénoncent l'inaction de l'État face aux gangs dans la localité de Séguin, située dans les hauteurs du département de l'Ouest. La colère gronde parmi les habitants. Depuis plusieurs mois, des groupes armés imposent leurs lois, multipliant les actes de violence, les menaces et les incursions dans les zones résidentielles, sans qu'une réponse concrète des autorités ne soit observée. Écoutons les détails dans ce grand journal. Nous, pour nous réunir Jacques Mel, pour nous faire conférence de presse. Côté que nous avons 5 mois depuis, bandits de grand chemin, bandits notoires, bandits vivants ensemble terroriser nous, et zone où Macari, Pac la visite, quartier Séguin qui c'est au Fond Noël, Robert d'Orange, Bracoden, ou Mabriol. Et après tout bagage ça, censé commencer à passer depuis le 29 janvier pour ouvrir et 30 pour le 30 janvier.
Ça veut dire que nous pas l'État qui dit rien pour nous. Bon, le massacre qui fait autrefois là, c'est bien ce commissariat en pile monde qui était très important pour nous mourir. Moi-même, je suis victime, j'ai un grand frère qui perd dans le drame. Je vous dis, je m'a parlé là, je me sens que tout. Bon, je ne suis pas en forme, je ne suis pas porté bien. Mais de toute façon, dans la recommandation que nous avons fait, nous avons un Kajak qui est zone limitrophe l'ouest sud-est. Ça veut dire que son porte d'entrée qui est lié. Je ne veux dire, malgré dans des éloges fait dit que zone Romakari et Wofonjon qui se quartier Séguin, Roberto, Romabriol sécurisé sous contrôle, mais pour nous si seulement Bouc Séguin sous contrôle et puis les zones environnantes y aurait été livré avec eux-mêmes, ça veut dire que bandits censé prendre tête Kajak pour eux, ça veut dire que c'est une zone qui c'est un porte d'entrée qui est lié pour le département. Ça veut dire que nous-mêmes nous avons de l'État et pour essayer de dégager pour connaître délégué à qui la capitaine directeur de la police pour mettre des blindés qui plus ou moins légers requins. Ça veut dire que pour les policiers qui sont capables et faire la navette, ça veut dire qu'en dedans par la visite, Kajak et nous demander tout pour gagner une base militaire et Kajak qui a mix, une base mixte sous le monde. Côté que nous pas gagner Kajak qui c'est porte d'entrée département sud-est, côté que nous déjà livré li avec Bandi l'Ouest, dans ce sens nous senti que nous pas en forme. Et tout le monde en dans section communale ça m'a parlé à Romakari, Romabriol, Rofonjon Noël et Robert d'Orange, moun ça a décapitalisé net tout ça a été gagné, livrer nous aller dans l'Ouest. Quelques cas nous gagné dans zone qui était Bandi promettre qu'il a venir brûler. Dans ce sens nous demander délégué, nous demander la police, délégué en tant que représentant et gouvernement en dans le département pour la responsabilité, ça veut dire que pour les gens qui sont censés déloger, qui va un côté pour arrêter, Ville Jacques Bel s'attirer, côté que les gens ont dormi en bagalerie, ont dormi dans le marché Baudouin, et pas une enquête qui fait pour recenser combien de gens. Ça veut dire que qui sont censés vivre dans la Ville Jacques Bel Kounian, les gens qui vivent par exemple Marigo Peredo, qui ont dormi par exemple à la Belle Étoile, et en bagalerie, je ne veux pas demander l'État, magistrat Dano Marigo, pour la responsabilité, ça veut dire que juste pour et mettez. Direction le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Plus de 1000 nouveaux sous-officiers rejoignent les rangs des forces armées, des forces police, pardon. Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités. Plus de 1000 nouveaux sous-officiers ont officiellement intégré les rangs des forces de police nationales à l'issue d'une formation rigoureuse destinée à répondre aux défis sécuritaires persistants dans le pays. Reportage à CDBF1 dans ce grand journal. Des rangs parfaitement alignés. Des bottes frappant le sol au même rythme. Des regards tournés vers la tribune officielle. Sous les ordres des commandants de section, ces jeunes militaires exécutent avec précision et discipline leurs mouvements de parade. Dans une atmosphère solennelle empreinte de fierté patriotique, le défilé militaire donne le ton de la cérémonie de sortie de la 17e promotion des élèves sous-officiers d'active. Un passage symbolique qui consacre officiellement leur entrée dans le corps des sous-officiers de l'armée burkinabé. Au total, 1161 élèves ont reçu leur galon de sergent ce 12 mai à l'École nationale des sous-officiers d'active, en présence du ministre de la Guerre et de la Défense patriotique. Après 17 mois de formation militaire, tactique et de commandement, ces nouveaux sous-officiers viennent renforcer les rangs des forces armées nationales dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Ces jeunes gens qui viennent de sortir seront déployés immédiatement sur l'état des opérations pour renforcer la capacité opérationnelle existante et qui est en permanente croissance. Donc nos attentes vis-à-vis de ces jeunes gens, c'est de se souvenir de l'engagement et du sacerdoce qu'ils ont fait en embrassant le métier des armes. Le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique a salué la détermination et l'endurance de cette nouvelle génération de sous-officiers. Il attend d'eux davantage d'engagement, de discipline et de leadership sur le terrain au moment où les forces combattantes sont fortement sollicitées dans les opérations sécuritaires. Ces jeunes sergents
sont bien imprégnés des défis actuels du pays. Notre promotion a pleinement conscience des enjeux du moment et de la menace actuelle. Comme l'a dit son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, je cite, « Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir. » Fin de citation. Ainsi, nous nous engageons pleinement, mes camarades et moi, à vaincre le terrorisme sans esprit de recul aux côtés de nos frères d'armes pour garantir un meilleur avenir pour notre très chère patrie. Cette 17e promotion compte également 11 ressortissants de pays frères, notamment le Mali, le Niger, le Togo, le Tchad et la Centrafrique, illustrant ainsi la coopération militaire entre États de la sous-région. C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 13 mai 2026. Avant de plier bagages, couleur du temps pour ce aujourd'hui. Pour ce mercredi 13 mai 2026, prévoit un temps principalement nuageux, une température maximale de 63 degrés Fahrenheit et une minimale de 50 degrés Fahrenheit. En journée, le ciel restera couvert et nuageux. La température atteindra son maximum de 63 degrés Fahrenheit en fin d'après-midi. En soirée, le thermomètre descendra progressivement pour atteindre 50 degrés Fahrenheit, plus frais de la nuit. Le risque de pluie est faible en journée, 33% de chance avec de légères averses locales possibles en matinée, mais la probabilité augmente légèrement durant la nuit pour atteindre 40%. Le taux d'humidité moyen sera de 64%, journée qui grimpera à environ 71% pour ce aujourd'hui. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa Open Swag Radio, pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, sans bavure. Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Pondeuse Café Créole, la bonne cuisine au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 14 25. Le Zoom tous les dimanches 3h sur la chaîne du 180 de Comcast, Boston 1045 North Shore. Erlich Dorelas, les contributeurs Dr Roland Joseph, le professeur Podi Setelo. Joyeux mercredi. Au revoir. À demain.